l'Allemagne et l'Europe fêtent les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mais il faut le dire, la fête est un petit peu gâchée. Oui, 30 ans après la chute du mur de Berlin, il y a de la morosité dans l'air, voire des menaces qui pèsent sur la vie démocratique dans certains pays européens, car on assiste depuis plusieurs années à la montée des partis d'extrême droite un peu partout en Europe. Prenons le cas de l'Allemagne, un pays hanté par le nazisme et un pays meurtri par la scission des deux Allemagnes entre la RDA et la RFA. Eh bien, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, se nourrit justement du fossé avant tout économique, encore existant entre les deux Allemagnes. Il y a une semaine, l'AfD est arrivée en deuxième position lors d'un scrutin régional en Thuringe, ex-RDA, en devançant à la fois le parti conservateur de la chancelière Angela Merkel, mais également le parti social-démocrate. Et sur cette élection régionale, l'AfD, elle fait ainsi plus que doubler son score du précédent scrutin en 2014. En fait, le parti d'extrême droite, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son implantation à l'Est, en jouant la carte de l'ostalgie. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'ancien eurodéputé franco-allemand Daniel Cohn-Bendit, qui était ce matin chez nos confrères de France Inter. Il y a des mouvances qui sont ressuscitées en Allemagne sur une nostalgie autoritaire. Oui, il y a une nostalgie autoritaire en Allemagne de l'Est. Cette nostalgie autoritaire qui parle du bon vieux temps où l'État, justement, interdisait des tas de choses. L'AfD fait son beurre sur l'émigration. Sur l'émigration en Allemagne. Il n'y a pas d'émigrés en Allemagne de l'Est. Il y en a 3%. Et c'est là où elle est le plus fort. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nostalgie, comme le dit Daniel Cohn-Bendit, de cet État autoritaire? Je pense qu'il y a certainement une nostalgie d'une économie qu'on laisse moins libre de détruire les vies, en fait. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on observe partout dans le monde. Finalement, on a un néolibéralisme qui agit et qui réduit les espaces démocratiques. Il y a des espaces démocratiques où on n'agit plus. La monnaie, les banques centrales sont indépendantes, les traités de libre-échange, on ne peut rien faire. Et donc forcément, les peuples se disent, bon, bah, on n'a plus de démocratie, donc voilà. Et à ce moment-là, les sirènes du nationalisme, malheureusement, peuvent séduire. Et c'est la raison pour laquelle il faut refuser ce débat entre néolibéralisme et extrême droite que veut imposer en France Emmanuel Macron et dire qu'il y a une alternative qui est possible et qui est empreinte de justice sociale et de reprise en main démocratique aussi de certains instruments qui ont été volés au peuple par une certaine forme de technocratie. En tout cas, la stratégie, elle est victorieuse pour l'AfD, notamment cet été, dans d'autres élections régionales de l'Anderdex-RDA, comme la Saxe et le Brandenburg. Oui, parce que ça, c'est pour le cas de l'Allemagne, mais ailleurs en Europe, ça se passe à peu près de la même manière. Tout à fait, en effet. La tendance, elle est assez générale. On voit un peu partout des pays d'extrême droite, des partis ultra-conservateurs, des partis populistes qui gagnent du terrain élection après élection, voire qui prennent le pouvoir. C'est le cas en Hongrie avec le Premier ministre Viktor Orban. En Autriche, le chancelier gouverne avec le FPO, le parti socialiste, vous le disiez, en Italie. Le parti de la Ligue de Matteo Salvini continue à séduire, même si en juin dernier, il a connu un revers. En mai dernier, c'est d'ailleurs ce parti-là, la Ligue, qui est arrivé en tête aux élections européennes, tout comme le RN est arrivé en tête aux élections européennes chez nous en France. Même au Portugal, le mois dernier, le Chega, littéralement, ça suffit, a fait son entrée à l'Assemblée nationale portugaise, une entrée certes très confidentielle, puisqu'il s'agit d'un seul député. Et maintenant, les regards ils se tournent vers l'Espagne, puisque le 10 novembre, des élections législatives auront lieu. Les derniers sondages indiquent que le parti populiste Vox pourrait devenir la troisième force politique du pays et doublerait ainsi ses sièges. Le 12 décembre prochain auront également lieu des élections législatives en Grande-Bretagne. Le pays est englué dans une crise politique majeure depuis de longs mois avec le Brexit. Et il faudra regarder avec attention notamment le score du parti pro-Brexit mené par Nigel Farage. Nigel Farage qui ne se présentera pas mais qui va faire la tournée du pays pour soutenir les nombreux candidats. J'imagine que ça vous inquiète cette situation, Sophie Taillé-Polian, cette montée des extrêmes qui a l'air vraiment inexorable. Cette montée de l'extrême droite
droite à travers le monde, je pense qu'effectivement, dans le modèle occidental d'après-guerre, il y avait 2 promesses. Il y avait la promesse de la démocratie, et je viens de dire à quel point elle s'était éloignée. Puis il y avait la promesse d'une meilleure répartition des richesses. Et quand on regarde le creusement des inégalités partout dans le monde, évidemment, le compte n'y est pas. Donc c'est une révolte. Il faut entendre ce que veulent les gens. Les gens, ils veulent pouvoir participer aux décisions qui les concernent et ils veulent une meilleure justice sociale. Mais quand ils voient que ni la gauche ni la droite libérale n'apportent des réponses, eh bien, ils finissent par se tourner vers des vieilles recettes, et puis ils finissent aussi, leur colère finit par les pousser. Donc là, il y a évidemment urgence à proposer une autre issue que cette issue néolibérale, et c'est évidemment indispensable, sinon nous allons vers un grand chaos. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque à réécrire l'histoire aussi? Je vous pose la question parce que Jean-Luc Mélenchon, à propos du mot annexion, qui a été en titre d'un article du Monde diplomatique sur la réunification, il a déclaré ceci: « Enfin le mot juste pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est lors de la chute du mur de Berlin. Un pays voisin a changé toutes les normes sociales et de propriété d'un seul coup. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de ce qui s'est passé, mais je viens de lire un livre remarquable d'un historien qui s'appelle Nicolas Offenstadt et qui a fait notamment une analyse sur la base des bâtiments abandonnés. Oui. Ce qu'on appelle l'urbex, c'est-à-dire finalement une promenade urbaine dans des endroits où on n'a pas trop le droit d'aller. Et le nombre de sites en ex-Allemagne de l'Est, qui sont laissés à l'abandon avec tout ce qu'ils représentaient, y compris d'accès à la culture, de valorisation du travail. Ce sentiment d'abandon qui est reflété là, dans tous ces endroits, eh bien, peut-être parlent et veulent dire quelque chose. Donc une réunification peut-être mal faite, une réunification qui, je pense, effectivement, n'a pas apporté les promesses démocratie et partage des richesses qu'elle a pourtant cherché à vendre. Allez, on va continuer dans le club avec Marie-Pierre Bourgeois qui est avec nous aujourd'hui. Marie-Pierre, vous allez nous parler d'un livre sur le domaine de Chambord, au lieu de la chasse politique et non pas de la classe politique. Encore que, je ne sais pas. Oui. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron fête ses 40 ans à Chambord. Les coulisses de cet événement un peu particulier sont racontées dans un livre qui s'appelle Un Noël à Chambord, écrit par la journaliste Émilie Lanaise. Alors, l'anniversaire se veut plutôt discret. En descendant de la voiture, Emmanuel Macron croise la fine fleur des chasseurs français. Alors il y a Thierry Coste, le premier de tous ces lobbyistes, et Willy Schrein, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Donc il leur serre la main, puis après il va poser devant des sangliers morts, et puis faire un petit tour dans le parc royal en calèche avec des pompons rouges. Voilà, une âme inopportune sort une photo sur Twitter, et là la toile s'enflamme. Et pour cause, un président pris en photo en plein milieu de la chasse, ce n'est encore jamais arrivé. Comme l'écrit la journaliste du Point, le domaine de Chambord, c'est le privilège d'une élite depuis François Ier, un héritage de la monarchie absolue. Drôle de symbole, donc, pour un président de la République. Et drôle de choix. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi d'aller à Chambord, alors? Alors, c'est pas un choix du hasard. D'abord, l'idée, c'était vraiment d'aller draguer les chasseurs. Parce que c'est bien rien n'est du hasard, jamais. Rien n'est du hasard. Parfois, il y a du hasard dans la vie, mais ça, c'est pas politique, surtout. Ça, c'est pas du hasard. Emmanuel Macron, s'il va à Chambord, c'est vraiment pour séduire la France des campagnes. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, il y a à peu près 5 millions de chasseurs occasionnels. Et puis, autant vous dire que quand vous adressez au patron des fédérations locales de chasse, il y en a un toutes les 3 communes. Vous savez qu'a priori, votre message va bien redescendre le dimanche prochain devant le poulet frites. Un outil utile, surtout pour un parti qui en manque d'ancrage local, ça on le sait bien, mais est-ce que ça a été efficace? Alors ça a été même très très efficace. Écoutez ce que dit Willy Schrein dans le livre. Willy Schrein, c'est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Il parle là, Émilie Lanaise, du mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de chasseurs m'appellent, tu sais. Willy, t'as vu les taxes sur l'essence, ça ne peut pas continuer. Si je ne vais pas stopper tout de suite les chasseurs, ils étaient 500 000 sur les ronds-points et il y aurait eu des gars armés. Autant vous dire donc qu'Emmanuel Macron n'a peut-être pas eu tort d'aller grelotter devant les sangliers morts. Mais se plonger dans le grimoire du domaine de Chambord, ça dépasse de très loin cet accord entre Emmanuel Macron et les chasseurs, parce qu'à peu près toutes les 3 pages, on trouve un sénateur. Et oui, là non plus, il n'y a pas de hasard. Au début de son mandat, par exemple, Nicolas Sarkozy, lui qui goûte assez peu la chasse, met fin, du moins officiellement, au battu officiel. Pourtant, c'est toujours utile d'avoir un œil sur Chambord et devinez qui il nomme, l'un de ses intimes, le sénateur et chasseur invétéré Pierre Charon. Autant dire que la maison demeure entre 2 bonnes mains. En 2011, le Sénat passe à gauche. Gérard Larcher perd la présidence du Palais du Luxembourg. Et la petite autre consolation, bien sûr, la présidence de Chambord.
Voilà, et puis il y a bien sûr François Patriat. François Patriat, ici, on le connaît bien, c'est le président du groupe La République En Marche au Sénat. Figurez-vous que François Patriat a eu un grave accident de voiture en 2015. Après son accident, il n'arrivait plus du tout à s'endormir. Il va voir une hypnothérapeute qui lui conseille, pour retrouver le sommeil, de penser à son endroit préféré sur Terre. Alors écoutez bien, François Patriat ne cherche pas longtemps. Dorénavant, à peine est-il allongé qu'il ferme les yeux et se transporte à Chambord. L'extase l'apaise et il s'endort en rêvant aux cerfs dont les bois sont blancs. Voilà, hein, du coup, c'est une fiction, là, une sorte de paradis sur Terre. Voilà. Il n'est d'ailleurs pas le seul macroniste à aimer Chambord. Devinez d'autres qui on retrouve à Chambord. Et ben, je vous le donne dans le mille, Alexandre Benalla. Et oui, il est partout, Alexandre Benalla. Donc, il est là quand Emmanuel Macron organise son anniversaire pour sécuriser le domaine. Et puis, un peu plus tard, une fois qu'il a quitté l'Élysée, l'endroit a dû lui plaire, il se retrouve à assurer la sécurité d'une demeure à quelques mètres de Chambord et qui appartient à un ami de Vladimir Poutine. Voilà. Autant dire que Clémenceau, il avait tout compris quand il disait qu'on ne mentait jamais qu'avant les élections, pendant la guerre et après une chasse à Chambord. Alors c'est tout sur la chasse, l'importance de la chasse au plus haut niveau de l'État et même ici au Sénat. Sophie Taillé-Polian, vous aimez la chasse, non? Elle m'est assez étrangère, donc je ne connaissais rien de tout cela. C'est très intéressant, mais bon, enfin voilà. Vous ne rêvez pas à Chambord? Ouais, pardon, non. Moi, j'aime beaucoup les châteaux de la Loire, mais c'est plutôt l'aspect culturel qui m'intéresse. Et on parle beaucoup de ce lobby de la chasse, et notamment au Sénat. Vous en avez conscience? Vous le savez, vous le voyez, vous le sentez? Oh, bien sûr, bien sûr. Pour ma part, j'ai signé une proposition de loi pour interdire la chasse à courre parce que ça représente quand même un danger pour les riverains et pour les promeneurs en forêt. Et ça a suscité beaucoup de réactions. C'est-à-dire? Beaucoup de réactions de gens qui étaient favorables et qui nous soutenaient. J'en étais pas l'auteur, mais je l'ai signé. Et beaucoup de réactions aussi en face. Mais la chasse à courre, pour le coup, je dirais que c'est vraiment une pratique quand même d'un autre âge. Alors, il faut savoir qu'ici, on croise très souvent dans les couloirs Thierry Coste, qui est avec son badge de lobbyiste. Voilà, donc il y a vraiment... qui s'assume comme tel. Qui s'assume, qui a vraiment ses habitudes. Il ne perd pas son temps à venir me voir. Sénat en clair, consacré cet après-midi aux violences conjugales et aux pistes pour y mettre fin. À l'Assemblée a été votée à la quasi-unanimité une proposition de loi d'un député LR. Cette proposition de loi arrive au Sénat. Demain, on verra dans un instant si elle paraît suffisante pour lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes. En attendant, on va écouter un témoignage. C'est celui de Julie Dénès. Elle vient d'écrire un livre autour de sa relation avec son ex-compagnon, agressif, violent, manipulateur, toxique, a-t-elle même déclaré. Et dans son cas, le bracelet proposé dans la loi n'aurait servi à rien. C'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle a confié à Sandra Cerquera. Reportage. Chaque jour, pendant plus de 2 ans, Julie a vécu l'enfer. Prise au piège dans une relation abusive avec un homme qui l'insulte, la frappe et la viole. Ce que j'ai vécu de pire, je pense, pendant ces 2 années, dont on parle très peu quand on parle de violences conjugales, ce sont les violences sexuelles, qui ont commencé dès le premier soir où on a eu le premier rapport sexuel. Sachant que j'avais déjà été violée et que ce premier soir, je lui raconte toute mon histoire, ce qu'ils font tous, parce que c'est là où ils vont trouver les failles. Et quand arrive le moment où on est dans l'intimité, je lui dis que je ne veux pas, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, tout simplement, et lui force la chose. Donc notre premier rapport, c'est un viol. Et pendant toute la relation, à aucun moment, il vient me demander si j'ai envie, si je veux. Elle avait à l'époque 22 ans. Son histoire, elle la raconte dans un livre où elle décrit l'emprise psychologique dans laquelle s'enferment les victimes. Les insultes, le harcèlement, le chantage. On oublie, oui, quand on parle de violences conjugales, toutes ces violences-là qui sont invisibles, mais qui détruisent, je crois, moi, davantage encore. Ce qu'on vous met dans le cerveau, ce que vous ressentez à l'intérieur, ça, pour reconstruire, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour le prouver, c'est encore plus compliqué, puisque déjà, quand on a des traces de coups et qu'on va porter plainte, c'est compliqué. Alors pour ce qui n'existe pas matériellement, c'est pire. Elle finira par réussir à s'enfuir. En publiant son récit, Julie espère aider d'autres victimes et libérer la parole. Elle s'attendait à ce que la loi sur les violences conjugales aille beaucoup plus loin, certaine que le bracelet anti-rapprochement n'est pas suffisant. On le voit, le bracelet anti-rapprochement, il est efficace en Espagne contre les féminicides. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de telle violence que la femme a peur de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Combien de plaintes elle a déposées? Est-ce que ça m'aurait aidé? Non, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il aurait fallu que je porte plainte et qu'il y ait une procédure. Il aurait fallu que je me rende compte de ce que je vivais
alors que non. Et beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Maintenant, il faut des moyens. Maintenant, il faut savoir comment on le met en place, sachant que l'agresseur doit donner son consentement. S'il n'est pas d'accord pour le porter, il ne le portera pas aussi. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il se reconnaisse agresseur aussi. Or, il n'est pas agresseur, ce sont nous les folles. Depuis le début de l'année, 124 féminicides ont eu lieu en France, soit plus que durant toute l'année 2018. Voilà donc pour ce témoignage très fort. Avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Marie Mercier, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR de la Saône-et-Loire, rapporteure de la proposition de loi du député Aurélien Pradié visant à agir contre les violences au sein de la famille. Anaïs Leleu, bienvenue à vous également, membre du comité de pilotage de Nous Toutes, qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Yael Melloul, bienvenue. Vous êtes coordinatrice juridique du pôle d'aide aux victimes de violences au centre Monceau, copilote du groupe de travail Emprise, violence psychologique pour le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Catherine Lemaguerès, bienvenue à vous également. Vous êtes juriste et ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Merci à toutes les quatre d'être ici. Et avant de parler précisément de cette proposition de loi qui va être examinée au Sénat demain, je voudrais qu'on rebondisse un peu ou vous faire réagir à ce témoignage qu'on vient d'entendre. Julie Dénès nous parle d'une emprise psychologique, d'un cercle vicieux compliqué à briser, d'une alternance de moments de passion amoureuse, de violence. Anaïs Leleu, que vous inspire ce témoignage? Vous diriez, c'est presque un témoignage que vous entendez tous les jours, vous? C'est effectivement ce qu'on entend au quotidien, que ce soit via les réseaux sociaux, parce que des femmes nous interpellent, on le rappelait la dernière fois, effectivement tous les jours. Ce que Madame Dénès décrit, c'est effectivement un mécanisme que l'on retrouve dans chaque cas, un mécanisme d'emprise, d'isolation, d'inversion de la culpabilité. Donc non, ce n'est pas un témoignage surprenant, par contre, c'est visiblement un témoignage qui est aujourd'hui encore nécessaire. Marie Mercier, encore, on voit là une femme qui ose parler, et ce n'est pas le cas de toutes. Non, ce n'est pas le cas de toutes. L'emprise, pour qu'on comprenne bien, c'est un peu comme un aimant. C'est un aimant avec les deux pôles. Alors, nord-nord, on ne se supporte pas, donc, mais c'est souvent nord-sud, sud-nord. C'est une attirance et il faut briser cette emprise, ce lien toxique, ce lien pervers qui se crée entre la victime et l'auteur des faits. Bon, c'est évident que la loi ne réglera pas tout, comme le disait Julie tout de suite dans le documentaire, en particulier le bracelet, mais c'est un pas, et puis ça permet d'en parler aussi. Et la réalité, c'est que les violences physiques et psychologiques dont elle parle se terminent parfois en meurtre. Je vous rappelle quelques chiffres. Depuis le 1er janvier 2019, 127 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. En France, une femme est tuée toutes les 48 heures. Il y a un collectif qui a signé une tribune il y a quelques jours dans Libération. Elle est intitulée « Féminicide, État coupable, justice complice ». Et elles accusent, et je vais vous faire réagir à cela, la faute est celle de l'État silencieux sur le sujet, qui refuse d'accorder les moyens nécessaires à cette urgence, alors que la France est le deuxième pays comptant le plus de féminicides en Europe. Et elles poursuivent ainsi, la faute est celle des tribunaux et des policiers, du système judiciaire, qui ne croient pas que les femmes, qui ne les protègent pas et qui ne condamnent pas les hommes coupables ou si peu. Catherine Lemaguerès, que vous inspire cette tribune? Ces accusations, sont-elles fondées? Je crois que Julie Dénès en a parlé aussi en disant les femmes ne sont pas obligées de déposer plainte. Et on se rend compte que beaucoup de femmes ne déposent pas plainte. Et donc, pourquoi ne déposent-elles pas plainte? Parce qu'elles savent que le coût du dévoilement des violences va souvent être supérieur à celui du silence. Ce qui est absolument catastrophique, parce que quand on ne dénonce pas une violence, elle ne s'arrête pas, elle continue. Et donc, comment est-ce qu'en tant que société, on encourage les personnes à aller déposer plainte, à faire confiance à la police, à des tribunaux qui, effectivement, aujourd'hui, trop souvent, ne sont pas à la hauteur des attentes qui sont mises par les victimes, qui viennent déposer leur vie, leur sécurité et leur demande de protection. Et ça, ce sont des droits fondamentaux que nous avons tous et toutes en tant que citoyennes, qui font énormément confiance aux institutions pour être protégées et qui ne le sont pas au final. Pourquoi pas à la hauteur, d'après vous? Mal formés, ils ne savent pas comment réagir, ils n'y croient pas, ils ne croient pas à la femme qui vient se plaindre? Absence de déconstruction des stéréotypes que nous véhiculons tous et toutes. C'est-à-dire, les violences, c'est pas grave, mais c'est votre mari quand même. Il a passé une mauvaise journée au travail, ça va se calmer demain. Enfin, on entend encore beaucoup de choses qui sont anormales, scandaleuses, choquantes, qui sont dénoncées depuis les années 70. Ça fait 50 ans
d'expertise féministe que l'on a sur ces questions-là. Et ça fait depuis 50 ans qu'on entend les mêmes discours. Voilà l'accueil dans les commissariats est scandaleux, voilà ce qu'on dit, voilà ce que l'on entend. C'est plus acceptable. Et je pense que malheureusement, pour redonner confiance en la justice pour toutes ces femmes, il faut des changements beaucoup plus radicaux que ceux qu'on nous annonce. Et qu'on va détailler dans un instant. Yael Melloul, je termine ce tour de table avec vous. Votre réaction à la fois à ce témoignage, à cette tribune? Alors pour ce qui concerne le témoignage de Julie, il est hélas dramatiquement banal, puisque lorsqu'effectivement on a l'habitude de parler, d'aider, de soutenir, d'accompagner les victimes de violences conjugales, elles nous diront toutes la même chose, toutes. Ce qui les détruit le plus, ce sont les violences psychologiques. Ce sont les blessures invisibles et malheureusement, ce sont précisément celles qui sont le moins prises en compte par les tribunaux. Dans le cadre de notre groupe de travail, on a eu accès aux condamnations pénales qui ont été rendues en 2018 et on arrive pour le harcèlement moral à 500, à peine un peu plus de 500 condamnations. Ce qui est... On est au-delà de l'anecdotique, c'est-à-dire ça ne reflète en rien... C'est ridicule par rapport absolument, ça ne reflète en rien la réalité de ce que sont les violences conjugales, d'autant que lorsque on a cette connaissance-là des violences conjugales, on sait parfaitement que dès lors qu'il y a violence physique, il y a forcément et systématiquement violence psychologique. Or, force est de constater qu'elles ne sont pas prises en compte par les tribunaux. Mais dans le même temps, vous faites état de cette tribune, et moi ce genre de tribune... fataliste, alarmiste, négative, où il y a un message anxiogène, je n'aime pas. Voilà, vraiment, je n'aime pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les victimes aussi qui nous écoutent. Et qu'est-ce qu'elles vont ressentir en lisant ce genre de tribune, les victimes? Elles vont même plus aller porter plainte. Parce qu'il faut aussi souligner qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des parquetiers, il y a des juges d'instruction, il y a des tribunaux, il y a des cours d'assises qui font bien leur boulot. Il faut aussi le dire. Nous, dans nos groupes de travail, on est là pour parfaire, pour améliorer. Il y a des demandes, effectivement, qui sont là depuis des décennies. Moi, ça fait depuis 2010 que j'ai les mêmes demandes qu'aujourd'hui. Alors justement, il y a une loi, on va revenir en détail sur cette proposition de loi d'Aurélien Pradié. Elle a été votée, je vous le disais, à la quasi-unanimité à l'Assemblée. Elle arrive demain au Sénat. Voilà ce qu'elle propose. La mise en place du bracelet anti-rapprochement, des ordonnances de protection plus efficaces et un renforcement du téléphone grave danger. Dans quel état d'esprit sont les sénateurs et les sénatrices? Que comptent-ils y ajouter? Je vais vous donner la parole dans un instant, Marie Mercier, mais on va d'abord écouter Laure Darcos qui est en salle des conférences avec Fanny Conquis. Laure Darcos, qu'est-ce que le Sénat veut apporter à ce texte contre les violences faites aux femmes? Écoutez, je pense des petits réajustements ou peut-être aller encore un peu plus loin par rapport à ce que notre collègue Aurélien Pradié a pu faire. Moi, je voudrais souligner son travail. D'ailleurs, il avait eu, je trouve, l'élégance de nous auditionner, nous, délégation aux droits des femmes du Sénat. J'avais été donc avec ma présidente Annick Billon et Laurence Cohen le rencontrer à l'Assemblée avant le passage en séance. Je pense sincèrement que son texte était important, puisqu'on voyait finalement des dispositifs existaient mais n'étaient pas mis en vigueur. Et cette hémorragie, je pense, et ces drames successifs, c'est terrible de se dire que pratiquement chaque jour, on sait que des nouvelles victimes sont menacées de mort. Tous les 2 jours, oui. Et donc, on devait arrêter cette hémorragie et pas forcément en attendant les conclusions du Grenelle de Madame Schiappa. Vous dites aller plus loin sur quelle thématique, par exemple? Alors, par exemple, sur ce qu'on appelait le bracelet d'éloignement, bracelet électronique, anti-rapprochement, ce qu'on appelle maintenant le dispositif numérique, électronique anti-rapprochement. Le problème, c'est que les juges aux affaires familiales n'osaient pas l'appliquer. Et parce que c'est quand même une entrave grave à la liberté. Et donc, nous, on va demander, en effet, à ce que ça soit les juges des libertés et de la détention qui puissent, en effet, appliquer cette règle pour qu'elle soit plus efficace et suivie des faits. C'est un sujet très important. Pourquoi? Parce qu'on est toutes persuadés, notamment de laisser la possibilité du choix à la victime, à la mère, de pouvoir rester, que ce soit elle qui puisse rester au domicile conjugal. Souvent, ce sont elles qui, les premiers temps, pendant des années, se tapissaient, en fait, se cachaient dans des maisons, dans des foyers, avec d'autres femmes battues. Ça n'est pas normal. Après,
libre de sa part de rester dans cet endroit où ont lieu ces violences. Mais honnêtement, c'est important pour elle d'avoir ce choix. Et moi, je vais, notamment dans la discussion générale, beaucoup parler du rôle des enfants, qui sont souvent victimes eux-mêmes de violences, mais également, surtout, spectateurs de ces violences conjugales. Et donc, au-delà du fait qu'on soit peut-être plus strict sur la garde par le père violent vis-à-vis de cet enfant, qu'on ait des règles vraiment extrêmement vigoureuses, s'il y a même présomption de violence, et puis un suivi psychologique très important pour ces enfants qui peuvent courir le risque de reproduire ce modèle familial qu'ils auront connu chez eux. Merci Laure Darcos d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci. Merci Fanny. Marie, merci. Une réaction. Une réaction. Elle parle de petits ajustements, puis finalement, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que le Sénat compte apporter beaucoup de changements. Oui, en fait, la vérité, c'est comme la vertu, c'est au milieu. Donc nous allons faire, un toilettage technique. Le bracelet anti-rapprochement, effectivement, il est subordonné à l'accord des deux parties, tout simplement parce que c'est une atteinte, entre guillemets, aux libertés. Donc, c'est un agent de la pénitentiaire qui pose le bracelet, on va dire à l'homme, en général c'est l'homme qui est violent, et la femme va être tenue de garder soit sur elle, soit dans son sac, soit dans son appartement, un dispositif. En fait, c'est une sorte de géolocalisation. Donc, les modalités ne sont pas encore connues. Est-ce qu'il y aura une zone tampon à 500 mètres ? Il faut savoir que ça fonctionne d'une façon tout à fait particulière. Il y a un opérateur. Si le monsieur va s'approcher de la zone, l'opérateur va l'appeler en disant « Attention monsieur, vous vous approchez de madame, il faut reculer ». Il recule, très bien. Il continue d'avancer. Que fait l'opérateur ? Il va appeler la police en disant écoutez, il s'approche dangereusement. Mais c'est ce qui se passe en Espagne, arrêtez-moi si je me trompe, mais le dispositif existe depuis 10 ans en Espagne. On a du recul, on sait que ça marche. Alors, le dispositif existe en Espagne. En Espagne, c'est pas du tout la même façon de procéder. En Espagne, il y a un tribunal de la famille. En Espagne, les victimes, elles sont prises en charge différemment. Il faut comparer des choses comparables par ailleurs. C'est inégal. Et pourquoi on ne s'est pas inspiré du modèle espagnol, alors, tout simplement ? Quand on lit le rapport de M. Pradier, qui fait une centaine de pages, et qu'on lit un peu entre les lignes, on voit, moi j'ai cru comprendre qu'il aurait souhaité la mise en place de ces tribunaux spécialisés, de la même façon qu'il insiste énormément sur la nécessaire formation des magistrats, magistrates, policiers, policières. Donc ça peut arriver, donc on va peut-être aller jusque-là. Alors, ce n'est pas apparu dans sa proposition. Moi, je crois comprendre que, puisqu'il fallait que cette proposition soit suivie par le gouvernement, il a dû enlever certaines mesures auxquelles il pensait. Il a néanmoins déposé un amendement en faveur de la formation des magistrats et des magistrates. Donc moi, je suis assez curieuse de voir ce qui va se jouer là au Sénat dans les prochains jours. Oui, on en a discuté longuement avec Aurélien Pradier. Effectivement, il faudra déboucher un jour sur ce tribunal de la famille avec des magistrats formés et puis qui sachent aussi ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'une femme, avec toutes les définitions, tout l'irrationnel qui est porté là-dedans. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait, mais je crois qu'on est vraiment tous d'accord sur ça, il faudrait un pôle familiale où tous les acteurs qui interviennent dans les affaires de violences conjugales travaillent en synergie. Tous les acteurs de la chaîne pénale, les juges d'affaires familiales, les juges des enfants, les assistantes sociales, les psychologues. Ça, ce serait vraiment dans un monde idéal, mais effectivement, ça demande beaucoup de moyens pour le faire. Mais pour faire bien, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est une évidence. Tout le monde le sait. Évidemment. Ce qui n'est pas, quand j'entends pôle familial, c'est pas pareil que tribunaux spécialisés. Non, mais autant je suis d'accord avec l'idée de faire travailler en synergie et en coordination, ce qui me paraît une évidence. Après, on l'appelle comme on veut. Non, c'est pas pareil, parce que tribunaux spécialisés, ça veut dire que les femmes sortent du droit commun. Or, on est la moitié de la population, on n'a pas à sortir du droit commun. Il n'est pas question Par contre, on a à exiger que tous les magistrats et tous les policiers soient formés. Ça fait partie de leur travail normal. Parce que tribunaux spécialisés, ce qu'on voit en Espagne, c'est seules les affaires de violences faites aux femmes par leurs conjoints et ex-conjoints sont traitées. Les juges, par exemple, en Espagne, ont un maximum de 72 heures pour prendre en charge un dossier et jusqu'à 15 jours pour ouvrir un procès. Ça, c'est concret. Oui, mais c'est là où il faut rentrer dans le détail de la loi espagnole sur est-ce que c'est seulement au pénal, est-ce que c'est lié avec les juges d'affaires familiales. C'est impossible de calquer le modèle espagnol sur la France. question, c'est quand on a une présentation médiatique de ce qui se passe en Espagne, qui est, il y a des tribunaux spécialisés, mais il faut aller voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Comment sont organisés ces tribunaux spécialisés? Est-ce qu'il s'agit de créer des pôles familiaux où on regroupe les différents professionnels, juges aux affaires familiales,
procureur, enfin service... Ce qui existe quelque part pour le pôle financier aussi, c'est un peu ce qu'ils Voilà. ont fait. Hein. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à aller vers ça, peut-être, Marie? Absolument. Il faut tendre vers sûr. ça. Donc cette proposition de loi, c'est une première marche, je dirais, un premier palier qui permet de prendre conscience, parce que là, nous en parlons, nous sommes toutes conscientes et on se bagarre pour la même cause, mais hélas, on se sent souvent bien seul. Je veux revenir sur la formation des magistrats, par exemple. Vous êtes à l'université, donc là, l'université forme tous les juristes, avocats, futurs policiers, magistrats. Vous n'avez aucun enseignement sur les droits des femmes. Je ne parle même pas des violences, je parle d'une façon générale. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le programme. C'est pas dans le programme. Alors, parfois, quand vous faites un peu de droit pénal, on vous parle, oui, alors le viol, vite fait, voilà, c'est ça la définition. Mais il n'y a aucune analyse des textes. J'ai même allé... On n'a pas de connaissance des conventions internationales qui nous régissent. Absolument. Convention CEDEF, la convention d'Istanbul qu'on a ratifiée en 2014, elle n'est pas enseignée. Absolument. Et à l'ENM, c'est sur la base du volontariat. À l'ENM, moi, j'avais donné des formations pour les magistrats en formation continue. C'était une journée dans l'année. Et sur les violences psychologiques. Voilà, c'était ça la formation. Alors, dans le monde qui est le mien, qui est le monde médical, les jeunes médecins n'ont aucune formation sur les violences faites aux femmes. Et moi, quand j'interroge au programme, mais quand j'interroge un patient, je vais lui demander s'il a de l'hypertension, est-ce que vous avez du cholestérol, est-ce que vous avez fait des maladies. Mais dans l'interrogatoire, il n'est pas encore naturel de dire avez-vous subi des violences. Or, il faudrait que ça devienne tout à fait spontané de notre part, de façon à ce que les patientes se confient et expliquent exactement ce qu'elles ont vécu et la conséquence sur les enfants, bien sûr. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire plus et mieux pour lutter contre les violences, contre les féminicides. Je vous le disais, la proposition de loi a d'ailleurs été votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Mais il y a déjà des déçus, et vous avez un peu évoqué le sujet, ça concerne évidemment le financement. Écoutez, Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, elle était l'invitée d'Oriane Mancini ce matin. Nous, on a voté la proposition de loi d'Aurélien Pradié, député Les Républicains, contre les violences faites aux femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Il fallait là-dessus qu'il y ait 5 millions d'euros qui soient débloqués dans le budget de la justice. À votre avis, est-ce qu'ils y sont dedans? La réponse est non. Yael Melloul, évidemment, on ne peut s'empêcher d'être déçu quand on entend ça. Oui, mais moi j'ai envie de dire que tout n'est pas... Enfin, c'est important, le budget, évidemment. On a besoin d'argent. Oui, c'est même vous qui avez évoqué le sujet tout à l'heure. Absolument. on en a besoin, c'est fondamental. Mais on ne peut pas non plus écouter que des critiques sur la base du budget. Il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Que ce soit dans cette proposition de loi, que ce soit dans les 60 mesures qui ont été proposées par les 11 groupes de travail. Je veux dire, il y a des mentalités à faire changer. Absolument. Des mentalités à faire changer. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Il n'y a pas de budget pour ça. Nous, ce qu'on propose, oui, mais ce n'est pas 500 millions, ni 1 milliard, ni 10, ni je ne sais pas, après on peut raconter n'importe quoi. Et ça rend un petit peu aussi la question sur un sujet aussi sérieux, ça rend un peu la question politique. Alors, elle a envie de vous répondre quand même. C'est ça qui me gêne. C'est d'injecter du politique dans un sujet aussi sérieux, alors que nous sommes tous là, tous les acteurs qui sont là, pour un même objectif, c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales. Alors, le politique, c'est quand même la gestion de la vie de la cité. Moi, je pense qu'au contraire, que c'est un sujet éminemment politique et que même si on le traite de façon apolitique, ça reste un sujet politique. Ce milliard, il est basé sur quoi? Ce milliard qu'on réclame, 1 milliard par an contre les violences conjugales spécifiquement, c'est une estimation, je vous le disais la dernière fois, du Conseil économique et social. C'est pas une invention des militantes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui s'appelle « Où est passé l'argent des violences faites aux femmes ?» qui chiffre très précisément les besoins. Donc nous, effectivement, on réclame 1 milliard. On estime que, Marlène Schiappa nous a dit la dernière fois, il n'y a pas d'argent magique. Ça serait quand même pas le seul sujet qui nécessiterait de ne pas être financé efficacement. Et nous, c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'on sera dans les rues le 23 novembre avec nous toutes. On était 60 000 dans les rues de France l'an dernier. On sera cette année, on l'espère encore plus, parce qu'il est important, effectivement, pour nous, qu'Emmanuel Macron mette ce milliard sur la table. Catherine Lemagresse. C'est aussi une obligation, d'ailleurs, de la Convention d'Istanbul de mettre. Donc, c'est aussi une obligation légale. Le milliard. Non, les moyens. Je rappelle quand même qu'il y a eu une étude de Psytel qui évaluait à 3,5 milliards le coût des violences conjugales pour la société. Donc, même en termes de bonne gestionnaire des deniers publics, on a intérêt à s'occuper très précisément de cette question pour diminuer ses coûts. C'est en logique purement libérale, on aurait intérêt à s'en occuper sérieusement. Et je pense que la question, par exemple, de la formation, pourquoi les universités ne forment pas les juristes?
Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de conscience qu'il y a cette nécessité. Ça, a priori, ça ne devrait rien coûter. Si. Mais de mettre dans les programmes. Mais il faut des professeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'université. Non, mais enfin, je dirais, il y a quand même un budget aujourd'hui. Il n'y a pas zéro budget alloué pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais dans ce cas-là, c'est un problème de manque de volonté politique. Mais il y a un truc vraiment, je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, donc, manifestement, qui ont été très promptes à la critique, et ce, avant même de lire toutes les mesures des groupes de travail, avant même d'avoir lecture aussi des rapports des groupes de travail. Par exemple, mon groupe de travail, le groupe de travail que je copilote, le rapport n'a pas encore été rendu public. Alors donc moi, quand j'entends Caroline Dehaas, par exemple, dire qu'il y a des choses intéressantes, parler de mesurettes, pardon, mais moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ça. On peut pas à la fois critiquer le fait qu'il n'y ait pas de budget, ce qui est tout à fait audible, et en même temps ne pas dire ne pas saluer quand il y a des bonnes mesures. Ne pas saluer quand il y a des budgets. C'est dans ce sens où je dis, on peut pas rendre politique ce sujet. Marie Mercier. La maltraitance a un coût en termes de santé publique. Un enfant qui assiste à des bagarres conjugales, parce que 80% des femmes qui subissent des violences ont un enfant qui est forcément témoin, même s'il n'a pas de coup, psychologiquement, il est marqué, ça se retrouvera dans son génome. Cette maltraitance, elle va être insidieuse, elle va entraîner des conséquences sur le corps, des conséquences somatiques qui coûteront en termes, si on peut être un peu trivial, qui coûteront cher à la société en termes de mal-être, etc. Donc si on prenait dès le départ, mais avec des moyens qui peuvent être déjà allouer juste une façon de penser différemment, en aidant à la parentalité, en donnant une éducation, nous, les femmes, à nos enfants, les papas, à leurs enfants également, de façon à ce que la femme existe en tant que telle et soit respectée en tant que telle, sans forcément qu'il y ait besoin d'une loi et d'un budget en face. Il nous reste quelques secondes, Anne. Oui, parmi les mesures évoquées par les groupes de travail, d'ailleurs la formation des professeurs, nous on s'en réjouit évidemment. Par contre, je remarque que cette formation obligatoire des professeurs est dans la loi depuis 2014. Et que donc ce qui manque visiblement pour que les professeurs soient formés en France, c'est encore une fois des budgets et une volonté politique. Et vous savez que les violences psychologiques existent aussi déjà dans la loi depuis 2010. Ça n'empêche pas d'avoir un groupe de travail dessus pour parfaire justement. Et parce que manifestement, au regard de l'absence quasiment de condamnation, il y a un problème d'application de la loi. Il me reste 10 secondes. Et je pense aussi que pour avancer, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a des défaillances constatées dans les dossiers où les femmes meurent, la responsabilité de l'État soit engagée. Je pense que ça... Et on doit c'est là aussi les institutions. C'est le fiasco d'un système, chaque féminicide. À de tous, même de l'État. Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci infiniment à toutes les quatre d'avoir fait partie de ces noms clairs aujourd'hui. La suite d'ALPL, c'est le match des idées, notre grand débat autour des mesures du gouvernement sur l'immigration. Avant cela, retour sur les moments forts de Bonjour chez vous, sur Public Sénat. Oriane Mancini recevait donc Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée. Et elle est aussi revenue sur la manif contre l'islamophobie le 10 novembre prochain. Contrairement à la France insoumise, elle n'ira pas. Moi, je soutiens un appel qui soit pour la République. Je pense que... Donc pas celui-là. J'ai rien contre son appel, je ne vais pas vous mentir, mais j'aimerais qu'on ait un appel pour la République, qui est universel pour les droits et les devoirs de chacun. Et qu'on arrête de montrer, de stigmatiser un coup les uns, de soutenir un coup les autres. À force d'avoir des démarches qui sont vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, on fracture le pays. Donc je souhaiterais qu'il puisse y avoir un appel pour la République. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de récupération politique aussi, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon dans cet appel? J'en sais rien. Sur l'ensemble de la séquence, tout le débat public et médiatique qui a eu lieu autour du voile, les questions de laïcité, comment est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que ça fait du bien au pays, à la société, à la République, ou ça participe à la fracture? Mais ça participe à la fracture. Et chacun y va de sa petite musique. Quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui remet le débat sur le voile, je veux dire, il fait porter sur des enfants un débat que les adultes n'arrivent pas à régler. Le ministre de l'Éducation nationale, il a quelque chose à sa main qui est très simple. En ce moment, on est en train de débattre du budget à l'Assemblée nationale qui va bientôt arriver au Sénat. Il pouvait mettre 50 millions d'euros de plus sur la table. Il n'y avait qu'à aller les négocier. C'est ça la réponse? Non, 50 millions d'euros de plus pour dire tous les accompagnateurs des sorties scolaires sont payés par l'Éducation nationale. Et vous évitez tout débat où des parents se font humilier face à leurs enfants, ce qui est, en l'occurrence des mères, ce qui est inacceptable. Donc quand on veut que la République soit universelle partout, on s'en donne les moyens. Et là-dessus, je pense que ça aurait, sur une partie du débat, clos une partie du débat, et en tout cas éviter que ce débat que la société française est incapable de trancher, et la classe politique
en priorité, que ce débat soit répercuté sur des enfants de 6-7 ans qui doivent être protégés de tout ça. Comment on fait baisser la pression aujourd'hui? C'est-à-dire comment on sort de ce débat et comment on apaise les choses? Parce qu'il y a un besoin d'apaisement. Est-ce que c'est pas au président de la République de porter une parole forte dans l'espace public, autrement que par une interview à Valeurs Actuelles? C'est évidemment au président de la République de le porter, c'est évidemment au président de la République de dire que nous avons la grande chance de vivre dans une République qui donne des droits à chacun et des devoirs à chacun, et ces droits et ces devoirs sont les mêmes pour tout le monde. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur les mesures autour de l'immigration que le gouvernement détaillera demain. On a déjà quelques pistes. Accès aux soins limités, quota d'immigration professionnelle. La droite dénonce une immense illusion du en même temps macronien inefficace. Les ONG protestent aussi, mais pour d'autres raisons, vous l'imaginez. Le gouvernement va-t-il trop loin? Pas assez loin? Pour quelle efficacité? #LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conqui. Oui, nous serons avec Jean-Yves Lecomte, le sénateur socialiste, nous dira ce qu'il pense de l'idée des quotas en matière d'immigration, mais aussi des délais de carence en ce qui concerne la couverture maladie. Merci Fanny, à tout à l'heure. Avant tout cela, le match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Pierre Mignard et Pierre Jacquemin. On va revenir sur cette marche contre l'islamophobie qui va se tenir dimanche prochain. L'événement a été lancé par le collectif contre l'islamophobie en France et soutenu par pas mal de responsables politiques, dont Jean-Luc Mélenchon. Mais il commence à y avoir un certain malaise autour du message qui ressortira de cette manif. On voit le détail avec Marie Brémaud. Après la polémique autour du port du voile par les accompagnants scolaires, après l'attaque perpétrée contre la mosquée de Bayonne, des voix s'élèvent contre l'islamophobie ambiante. Plus d'une cinquantaine de personnalités, essentiellement de gauche, appellent à manifester le 10 novembre, parmi lesquelles le député Alexis Corbière. Dans le pays, il monte malgré tout un discours souvent qui a tendance à considérer que les musulmans seraient responsables de beaucoup de problèmes, que c'est eux qui remettraient en cause la laïcité. Ça s'adresse aux Français de dire rassemblons-nous, faisons preuve de fraternité, les musulmans ne sont pas le problème de la France. Dans une tribune, ils disent stop aux discriminations, au racisme, aux violences à l'encontre des musulmans. Une manifestation dénoncée par l'extrême droite. Tous ces gens sont dans le clientélisme, tous ces gens sont dans le communautarisme. Moi, je vois Jean-Luc Mélenchon se rallier à une manifestation qui est organisée par le CCIF, qui est une organisation islamiste. Mais il n'y a pas qu'au Rassemblement national que la manifestation du 10 novembre dérange. À gauche aussi, certains sont gênés aux entournures. D'ailleurs, ce ne sont pas les partis de gauche qui ont signé l'appel, mais bien des personnalités. L'insoumis Emmanuel Morel prend ses distances. Et parmi les sénateurs socialistes, on se méfie de l'hystérisation du débat, un sujet abordé lors du bureau national du Parti socialiste. Et avec nous pour ce match des idées, Jean-Pierre Mignard, bonsoir, avocat pénaliste, cofondateur du laboratoire d'idées Hyperion, et Pierre Jacquemin, bienvenue, rédacteur en chef de la revue Regard, auteur de Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Une réaction, Pierre Jacquemin, à cette marche contre l'islamophobie, justifiée, pas justifiée, qui commence à créer un petit malaise, y compris à gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, il n'y a pas de malaise. Moi, j'ai signé cette tribune parce que je crois que le climat que l'on traverse depuis quelques semaines, quelques mois même, parce que les discriminations envers les personnes de confession musulmane sont très prégnantes, que ce soit dans l'emploi, que ce soit même dans l'espace public de manière générale, et que je pense qu'il y a un enjeu national à une mobilisation nationale, de la même manière qu'il y a eu des mobilisations contre l'antisémitisme, qu'il y a eu des mobilisations pour dire non, ou en tout cas pour accompagner les événements et le drame de Charlie. Je pense que là, on est dans un moment où il y a une tension permanente dans notre pays, et il y a une manière de pointer du doigt, surtout les femmes, parce que c'est les femmes qui sont visées principalement. On l'a vu, le débat sur le voile est totalement passéiste, moyenâgeux. Il ne s'agit pas de défendre le voile, il s'agit de défendre la liberté de le porter ou de ne pas le porter. Il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de modification de la laïcité à avoir. Et je pense que l'enjeu de ce dimanche, c'est effectivement que le plus large public, le plus large, tous les citoyens qui se sentent engagés contre toutes les formes de racisme. Il n'y a pas de hiérarchie contre les racismes. Je pense que tous les citoyens qui se sont engagés contre le racisme doivent être présents à cette manifestation, parce que
Parce que je pense que ça suffit. Le climat contre les musulmans, notamment, est trop pesant et stigmatisant. Et stigmatisant, bien sûr. Jean-Pierre Mignard. Oui, moi je n'irai pas, pour autant, aucune espèce d'hostilité vis-à-vis ni de l'appel, ni de ceux qui n'y participent pas. Je crains que tout cela finisse par officialiser les différences dans la société française, les divisions. Une fracture. J'ai un souvenir, c'est un lointain souvenir, où juifs et musulmans, agnostiques, chrétiens, manifestaient ensemble contre le racisme à l'origine du Front National. On a raté en France beaucoup de choses. On a raté notamment l'introduction dans la vie politique française de beaucoup de jeunes cadres, hommes et femmes, venant de la marche des beurs, etc. On les a écartés parce que je pense qu'on a eu peur des Arabes. On a eu peur des responsabilités qu'ils pouvaient prendre. Ça, c'est dommage. On en a fait ensuite un mouvement, SOS Racisme a eu son heure de gloire, mais n'a porté que la lutte contre le racisme, alors que la question de l'intégration sociale, des savoirs, de la manière de faire éclater les quartiers, de donner à la liberté de circulation, à la mobilité des nouvelles populations toute la possibilité. Là, on a raté quelque chose. Et quand on rate quelque chose, il ne faut pas dire « Ah oui, mais on se tourne vers le passé ». On paye quelquefois 20 ans après. Un échec pas comme celui-ci, ça peut se payer 20 ans après, parce que c'est le temps d'une ou deux générations qu'on n'a pas su. Donc les gens vont manifester, je conçois, parce qu'il y a un climat hostile à l'islam. Ouais, c'est une évidence. Ah non, mais bien sûr, il y a un climat qui est hostile à l'islam, ça c'est une évidence. Il faut et peu importe avec qui on manifeste. Il faut lui céder en rien. Ah ben non, on ne peut pas faire attention avec qui on manifeste quand même. Et bon, là, j'ai vu les gens, il y a beaucoup de gens qui sont des gens parfaitement honorables, à commencer par mon interlocuteur d'en face. Donc ça, c'est pas la question. C'est que voilà. Mais alors, comment faire maintenant ? Bon, ben, il y aura cette manifestation. C'est aussi ensuite aux organisateurs d'en faire quelque chose, c'est-à-dire d'en faire un moment de force, de dire arrêtons, et puis aussi de convergence, d'ouverture. Parce que le drame, c'est si une partie de la communauté juive dit c'est contre nous, si d'autres disent mais c'est terrible, c'est donc bien le grand remplacement, ils veulent prendre notre place, c'est tout ça qui est en jeu. C'est la société française aujourd'hui, c'est une allumette et un baril de poudre. Et donc gros enjeu sur cette manifestation. Oui, tout de même, signe de ce malaise, Emmanuel Morel, que je vais citer, puisque Marie Brémaud l'évoquait dans son sujet, député européen à la France Insoumise, il nous dit « Nous devons rester des républicains conséquents, aussi bien en matière de laïcité que d'égalité entre les hommes et les femmes ». Et Hélène Franco, une ex-cadre de la France Insoumise, qui elle se dit en désaccord total avec un antiracisme se limitant au prisme religieux. L'antiracisme ne doit jamais dévier de l'universalisme, jamais. Pierre Jacquemin. Je sais qu'il y a un conflit clairement à gauche sur la question de l'islamophobie. Certains dénient même l'idée qu'il y aurait une islamophobie. Certes, peut-être que le terme n'est peut-être pas le meilleur terme. On peut parler de racisme anti-musulman dans ce cas, si ça peut leur faire plaisir. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas plaisir à une grande partie de citoyens français qui sont de confession musulmane. Et peu importe avec qui vous manifesterez dimanche prochain ou pas ? C'est important de le savoir, pas moi, quand j'ai signé, en tout cas quand on m'a proposé de faire partie de l'appel des 50 premiers signataires, évidemment, on se concerte, on veut savoir quel est le message qu'on veut envoyer, quel est le cadre et quel est le contenu que l'on va envoyer. Vous avez entendu les enjeux évoqués par Jean-Pierre Mignard. J'ai entendu, dans les signataires, ça va de la CGT de M. Martinez à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, en partant de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui ont signé. Et là où je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est la pluralité justement à laquelle je m'associe, à laquelle je me reconnais, qui appelle à cette marche. Mais encore une fois, c'est un appel beaucoup plus large, c'est un appel citoyen à se mobiliser contre le racisme anti-musulman. Et j'ajoute une chose, oui, il faut que les politiques se saisissent de cette affaire, il faut à un moment donné qu'il y ait un message fort, et notamment de la gauche, sur cette mobilisation, mais il ne faut pas oublier que justement vous avez cité la marche des beurs et la main touche pas mon pote. À l'époque, c'était touche pas mon pote. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les blancs, en gros, prenaient la défense de ceux qui étaient discriminés, mais ils ne donnaient pas la parole à ceux qui étaient discriminés. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. Vrai, il faut aussi donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, et à commencer par les femmes qui portent un voile, parce que là, on les a très peu entendues dans le débat. Alors, il y a évidemment, bien sûr, les femmes, ce qui me semble essentiel, et je pense qu'un effort, peut-être a-t-il été fait, parce que tous les noms qu'il cite sont des démocrates, donc la question n'est pas là, mais un effort devait être fait auprès de l'Église catholique et de la Fédération protestante, parce que le monde chrétien a sa place. Or, jusqu'ici, les directions chrétiennes n'ont pas failli. Elles ont tenu bon. Elles n'ont pas mis en cause l'islam, etc. C'était peut-être le moment de trouver des formes d'accompagnement, des formes d'expression. J'ai lu récemment, d'ailleurs, que le porte-parole de l'Église catholique avait mis en garde contre l'islamophobie.
D'ailleurs, je pense qu'il citait le mot. Vous voyez, donc, à un moment donné, ce que j'ai envie de dire à cette manifestation, que je ne réprouve pas, que j'ai envie de dire, maintenant, faites la capacité de vous ouvrir. Peut-être d'ailleurs, dans ces moments-là, je vous rejoindrai. Moi, je sais que le débat va s'ouvrir sur. Vous allez manifester à côté de gens qui sont des gens infréquentables. Il y aura des photos dès le lendemain. Mais de la même manière que quand on a manifesté. Non, mais de la même manière que quand on a manifesté le lendemain de Charlie, moi, je ne cautionnais pas ceux qui étaient en tête de cortège, qui sont parfois des bourreaux et qui sont aussi des dictateurs, qui sont des chefs d'État avec qui je n'avais pas envie de défiler. De la même manière, quand on est allé manifester contre l'antisémitisme, Marine Le Pen était présente, d'autres étaient présents. Je pense qu'il n'était pas souhaitable. Là, faut pas se poser la question. Je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là. La question, c'est une mobilisation globale, générale, d'une plus large majorité de citoyens qui disent non au racisme anti-musulman, non au racisme d'une manière générale. Encore une fois, il ne faut pas faire de hiérarchie dans les racismes. Ils sont tous dévastateurs et destructeurs pour notre société. Allez, deuxième thème de ce match, messieurs. La réponse du gouvernement aux violences à Chanteloup-les-Vignes. 3 ministres se sont rendus sur place ce matin. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Mais cet après-midi, Édouard Philippe a été à nouveau interrogé sur les mots qu'il a choisis hier pour qualifier les auteurs des faits. Je vous propose d'écouter sa réponse. Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, Madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétin. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, Madame la députée, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons. Il s'en est sorti. Alors, mise au point très ferme, vous l'avez entendu, du Premier ministre cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il persiste et signe. Avant de vous demander votre avis, on va demander à Marta Tsidrack ce qu'elle en pense. La sénatrice LR des Yvelines, où se trouve Chanteloup-les-Vignes, est en salle des conférences avec vous, Fanny Conquis. Marta Tsidrack, Édouard Philippe, visiblement, assume ses propos à l'Assemblée nationale. Il déclare qu'il n'y a pas besoin de surenchère lexicale, que ce qui compte surtout, c'est de condamner les actes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il assume, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. En revanche, les propos ne sont pas du tout à la hauteur des événements que nous avons vécus dans les Yvelines à Chanteloup. Je pense que nous avons un réel décalage entre les propos de notre Premier ministre. Il avait parlé d'irresponsable et d'imbécile. Oui, alors imbécilité, certainement, mais alors une imbécilité qui se double ensuite de criminalité, parce qu'on est face quand même à des actions très graves qui se sont déroulées à nos portes, dans un quartier résidentiel, et on s'en est pris à nos forces de l'ordre, on s'en est pris à un équipement culturel, on s'est pris en réalité à toutes les actions des élus locaux dans un territoire dans lequel pas un mètre carré ne doit échapper à la République. Et ça, je crois véritablement qu'on est en véritable décalage. Et cette République, nous devons l'affirmer à tout moment. Et en aucun cas, on ne doit se contenter de propos tels que imbécilité et irresponsabilité. On est en deçà de la réalité de ce que nous vivons dans un certain nombre de nos territoires et pas que dans les Yvelines, malheureusement. Alors ce matin, 3 ministres se sont rendus sur place à Chanteloup-les-Vignes. Est-ce que cette visite était utile selon vous ? J'ai envie de dire, la veille, nous avons des propos d'un Premier ministre que moi, je trouve un tout petit peu léger, je viens de le dire. Le lendemain, nous avons 3 ministres pour le prix d'un dans nos territoires. Tant mieux, c'est bien. C'est important de soutenir les policiers, les pompiers, les élus. Il faut soutenir les pompiers, les policiers, qui aujourd'hui sont quand même pris à partie quasiment au quotidien dans un certain nombre de nos communes. Nos élus locaux, qui se décarcassent, pardon de ce terme-là, mais dans nos territoires véritablement au quotidien. Et je pense que les 3 ministres qui sont venus, alors ça ne nous a pas échappé, ministre des Affaires intérieures, la garde des Sceaux qui était là également, et Julien Denormandie, collectivité territoriale, on voit bien qu'il était nécessaire qu'ils viennent pour marquer leur soutien effectivement aux élus et à tous ceux qui œuvrent dans nos territoires, les pompiers, les forces de l'ordre, la police. Merci Marta Tsidrack d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Fanny. Oui, 3 ministres sur place pour marquer le coup, mais peut-être aussi pour rattraper un peu les mots jugés faibles par certains du Premier ministre. Ben moi, je ne les trouve pas faibles. C'est vrai ? Ouais, je trouve qu'il parle comme il a envie, il parle de son cœur, il dit, bon, très bien, c'est... D'abord, mettons-nous d'accord, ce qui a été commis, c'est des crimes. Si les gens veulent vraiment qu'on soit ferme, en droit, ça s'appelle un crime. Et oui, c'est l'avocat qui parle. Voilà, on est bien un crime. Maintenant, qui a commis les crimes ? Les irresponsables, des imbéciles, etc. On croirait sur ce point l'avocat qui dit qu'il faut minimiser la responsabilité, parce que le sens, la perception de la gravité de la chose
n'était pas totale. Même si le crime est un crime. Après, tous les juges décideront eux-mêmes ce qu'il en convient. Ce qui m'étonne, c'est que depuis quand même des dizaines d'années, nous avons des phénomènes de cette nature. Moi, je les ai bien connus à Clichy-sous-Bois. J'ai eu un cabinet à Clichy-sous-Bois. J'ai défendu les gosses de Clichy. Je sais ce que c'est. Je sais comment les choses sont parties. Et là, on peut se dire, mais on a fait des choses. Moi aussi, je l'ai dit, ce type de discours. Je l'ai dit, mais enfin, il y a des choses qui ont été faites pour vous. Il y a ceux qui disent oui, puis il y a ceux qui disent de toute façon. On a pu faire tout ce que l'on a pu faire pour nous. On ne s'en sortira jamais. Nous sommes là. Cloués là, nous n'en sortirons pas. Alors, on peut se battre, on peut dire mais non, c'est pas vrai, etc. Il y a un nihilisme désespéré. Eux disent ça. Oui, ils dit qu'on n'en sortira pas parce que l'effort qui est demandé, c'est trop loin. 35 km, c'est le centre de la capitale. Ça veut dire des familles différentes, ça veut dire des bibliothèques garnies, ça veut dire la digitalisation, ça veut dire même le sens de pouvoir se projeter, alors de dire c'est trop compliqué, on n'en sortira pas, on n'est pas voué à ça, on n'est pas voué à la réussite. Donc on est fait pour le crime, la délinquance. Donc, ben voilà, alors au lieu de dire la République, alors il y a des gens qui parlent de la République comme les dames sortaient de des églises au 19e siècle pour se rendre à la pâtisserie, c'est pas le problème. La République, il faut qu'elle se manifeste concrètement, il faut qu'elle donne de l'espoir aux gens. Moi j'ai une idée depuis longtemps, je pense que les gens s'en sortiront pas seuls, même si on fait ce qui a été remarquablement fait. J'écoutais la maire de Chanteloup, je trouve que c'est une femme formidable, mais il faut que les gens s'occupent des gens. En d'autres termes, si une famille, 2 familles ou 3 familles ne sont pas aidées par des familles, elles, qui sont complètement insérées, peut-être d'ailleurs des familles blanches. Les familles blanches aident des familles noires. Je connais très bien le proviseur, l'ancien proviseur du lycée de Clichy, qui dit « Je n'invite plus, j'hésite à inviter les gamins avec leur père, qui ne comprennent pas le sens des réprobations qu'il va faire, et des fois, ils giflent les gosses. Donc j'ai besoin, en fait, de quelqu'un qui décode, qui m'aide. Imaginons, il y a des centaines et des centaines de milliers de gens en France qui sont jeunes retraités, qui ont des qualités, des capacités, qui se plaignent parce qu'ils ne voient pas suffisamment leurs petits-enfants, etc. Si une famille voulait bien s'occuper d'une famille, une visite de musée, une vacance, des devoirs aidés. Lorsque le proviseur... La solidarité entre familles, quoi. Oui, solidarité bien, entre Français. entre familles. Le proviseur dit j'ai envie de voir votre gosse parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Mais je voudrais bien que vous soyez là parce qu'il faut expliquer au père qu'il n'est pas là pour lui donner des claques, c'est pour faire autre chose. C'est pas le rôle des associations, ça n'existe pas déjà. Mais il faut que ce soit massivement encouragé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la société se donne un coup de main à elle-même. Il faut que la société se donne un coup de main elle-même, mais je suis d'accord qu'il faut défendre et valoriser les idées de partage, les idées de solidarité, mais il faut aussi ne pas masquer une réalité qui est une réalité cruelle pour ces territoires, les quartiers populaires de manière générale. Vous le savez, vous l'avez dit, effectivement, ça fait bientôt 15 ans, ça fera 14 ans même dans quelques jours, les révoltes dans les banlieues, notamment qui ont démarré avec la mort de Ziad Bouna à Clichy-sous-Bois. La question, c'est que s'est-il passé entre 2005 et maintenant? Eux diront rien. Mais eux, ils diront rien. Non, je pense qu'ils diront pas rien parce que il y a eu des choses. Évidemment, il y a eu des choses. Il y a eu de la rénovation urbaine, notamment. Mais les gens, ils vous disent, mais il y a eu la rénovation urbaine, c'est bien, mais sur un plan humain, qu'est-ce qu'on nous a apporté? Aujourd'hui, quand vous voyez comme dans des quartiers comme à Chanteloup, il y a 2 fois plus de chômage des jeunes que partout en France, ça pose question. Ces jeunes-là sont pas plus imbéciles que d'autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas réussi, qu'ils n'aient pas réussi leur système scolaire, qu'ils n'aient pas réussi leur système d'intégration? Et je pense que vous avez raison sur le côté. Il y a une forme d'autocensure. Nous ne sommes pas capables d'être. Nous ne sommes pas capables de faire comme les autres. Nous ne sommes pas capables parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire et on ne nous traite pas comme les autres. Comment voulez-vous que ces jeunes sachent quelles sont les possibilités d'évolution de carrière pour eux? Moi, je viens de Limoges, dans un quartier populaire, je ne savais même pas que Sciences Po existait. Alors, je n'imagine même pas qu'aujourd'hui, des jeunes de ces quartiers-là puissent imaginer que les classes préparatoires existent. Bien sûr. Quel autre sort que pour eux que d'aller... là, je vais tomber dans des caricatures, mais c'est ça qui est transcrit et qu'on laisse paraître dans les médias, c'est qui donne une très mauvaise image des quartiers, parce qu'on n'en parle que sous cet angle-là. Le trafic de drogue, les violences, évidemment. Mais à quel moment on parle aussi des violences de ces jeunes? Parce que c'est réel pour d'autres citoyens français, comme je pense par exemple aux policiers, aux pompiers, qui eux arrivent dans les quartiers, se font caillasser, agresser. Et inversement, les jeunes se disent aussi, nous sommes victimes de violences policières et on ne nous rend pas justice. Il y a aussi cette réalité-là, et je pense que quand vous interrogez les jeunes de ces quartiers-là, ils vous disent, nous on est arrêtés 2 fois plus que les autres, parce qu'on a une couleur de peau qui est différente de celle des autres. C'est vrai aussi. On est à Amérique, mais au seuil en dessous. Mais si on ne fait pas attention, un jour, on va à Amérique tout court. Il faut faire attention là-dessus. Ça vient vite, ce genre de choses. Donc, il faut faire gaffe. La France a des capacités de résistance à la violence, etc. Et les gens qu'on entend, ils hurlent pas la mort,
Ils disent pas qu'il faut, comme je ne sais pas quelle autre personne, tirer à vue sur des gens, etc. Non, on écoute des gens qui sont dignes de la République, qu'ils soient de droite ou de droite, c'est des républicains. Il faut faire très gaffe à ce qui s'est en train de se passer, parce que comme en plus, on a des crises internationales, on a une crise climatique, on annonce des crises financières, les gens sont entourés par cette tension de crise, et donc il faut à un moment donné un moment de générosité, il faut à un moment donné d'ouverture. On pourrait d'ailleurs, par exemple, dans les instituts, les universités hier, d'ailleurs un peu dans la signe des coins avait tenté de le faire, c'était pas idiot, pour faire des unités de valeur. C'est-à-dire quelles sont les étudiantes et les étudiants en dernier cycle qui vont, pendant 6 mois, donner un coup de main à des gosses dans les cités. Ce serait énorme comme appui. D'ailleurs, on pourrait le faire à terme pour l'Afrique, etc. Avec la crise afro-climatique, il faut aussi, pardonnez-moi, et je termine, pour régler la question de tous ces gosses de banlieue, il faut redonner à toute la jeunesse française, blanche, brune ou noire, il faut lui redonner le goût de l'aventure. Le marché ne donne pas le goût de l'aventure. Il donne le goût de l'aventure à quelques-uns qui font des Startup Nation. On ne va pas être 50, on ne va pas être 2000, 10 000, 100 000 à faire des Startup Nation. Il faut redonner le goût de l'aventure. Et il faut même d'ailleurs introduire cette problématique humanitaire très, très habile, très intelligente. Vous voyez ce que les médecins du monde, les Médecins sans frontières avaient fait. Il faut la réintroduire même dans les unités de valeur. Ce que vous faites a un prix. C'est un prix social, l'ouverture vers l'autre, et ça mérite d'être récompensé comme qualité même de leader par la suite. Vous voyez ce que je pense ? Oui. Moi, ce que je crois aussi, c'est que, c'est pas rien de le dire, mais je pense au contraire que remettre de la culture, remettre de l'éducation, toujours plus dans ces quartiers-là, c'est une nécessité et voire ça devrait être une priorité. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le tissu associatif. Vous voyez ce centre de cirque qui a été brûlé, c'est dramatique. C'est dramatique, mais c'est dramatique, vous avez raison. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un centre culturel. Ils ne savent même pas que c'est dramatique. Ils ne savent. C'est pour ça qu'imbécile à la limite, ou en tout cas inconscient, irresponsable. C'est pour ça que le Premier ministre n'a pas. Ça masque autre chose, les propos du Premier ministre. Oui, mais enfin, c'était quand même été dit tellement utile. Je pense qu'il y a 3 choses quand même. Quand on écoute les élus locaux, et notamment ceux qui ont le courage, l'envie, en tout cas, de défendre aussi leur territoire, les quartiers populaires, où il se passe des choses quand même très belles aussi dans ces quartiers, évidemment, il faut le dire. Les maires vous disent quand même beaucoup, que ce soit de droite comme de gauche, qu'à un moment donné, la question du trafic, il va falloir la régler. Et si elle doit être réglée, elle peut aussi passer par une dépénalisation ou une légalisation, en tout cas, du cannabis. C'est un des premiers sujets auxquels ce gouvernement devrait, à mon avis, réfléchir, ou en tout cas lancer une concertation, parce que les élus locaux y tiennent, et encore une fois, c'est transpartisan. Et puis il y a une deuxième chose. Dans les quartiers, on pense que ces jeunes, ils trafiquent, ils font des conneries, ils brûlent des voitures, etc. Mais c'est dans ces quartiers où il se crée le plus d'entreprises. 2 fois plus d'entreprises sont créées dans ces quartiers que partout sur le territoire français. Mais sauf que c'est aussi les entreprises qui se cassent la gueule le plus vite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut aussi que les associations, que l'État accompagne ces jeunes pour que ces entreprises deviennent pérennes. Je ne suis pas pour une société d'entrepreneurs absolument. Mais quand ces jeunes ont envie de s'en sortir par eux-mêmes et qu'ils le font, aidons-les, accompagnons-les, les laissons pas tout seuls, quoi. Moi, j'avais embauché 3 mômes quand j'étais dans mon cabinet. Oui, d'accord. Il y en a un qui est devenu agent de sécurité top à Roissy. Comme quoi tout arrive. Il y a le deuxième, il fait de la production cinématographique, et le troisième est avocat. C'est mes 3 salariés. Honnêtement, dans mon cabinet, j'ai perdu beaucoup plus d'argent que j'en ai gagné. Mais j'en ai gagné aussi par ce moyen-là. Mais c'est pour ça qu'il y a quand même un grand champ d'aventure. Il faut retrouver le sens de l'aventure. Allez, 3e thème de ce match, les inégalités salariales. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 16h47, messieurs, figurez-vous que toutes les Françaises ont commencé à travailler bénévolement. En cause, les inégalités salariales dans le monde du travail. Symboliquement, regardez, ces femmes à l'Assemblée, ces députés socialistes qui ont quitté l'hémicycle à 16h47, précisément en pleine question au gouvernement. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce sujet ? Il me semble que selon le Code du travail, Jean-Pierre Mignard, tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Je le fais. Deuxièmement, j'incite les femmes à relire Aristophane, Lysistrata, la grande grève des femmes. Les femmes, donc à toutes les femmes du monde, donc à se mettre en grève. Et vous êtes d'accord avec moi ? Et là, je vous assure qu'on va changer le marché. Et on va changer bien des choses. Lysistrata, Aristophane, voilà une bonne lecture. Donc c'est un problème de droit non appliqué, mais le droit existe. Le droit existe et surtout, je pense que c'est aussi une question de volonté politique. Je crois dans la politique et je crois que la politique peut changer la donne. Mais encore faut-il que les hommes, les femmes politiques, ceux qui gouvernent, décident vraiment que ça peut changer la donne. Vous prenez l'exemple de l'Islande. L'Islande a décidé, elle, de rendre illégale toute inégalité professionnelle. C'est-à-dire que chaque employeur qui ne ferait pas de l'égalité professionnelle, il est sanctionné. C'est pas le même prix, c'est rendre illégal des situations d'inégalité. Donc du coup, quand il y a une volonté, on peut. Et puis c'est sans parler, évidemment,
évidemment, il y a l'inégalité salariale, mais il y a l'inégalité aussi de la position des femmes, d'une manière générale, dans l'entreprise, mais de manière générale dans la société. Elles sont quand même moins présentes dans les postes de pouvoir dans l'entreprise, mais comme dans les médias ou même dans la fiction. Vous voyez, le statut des femmes, il a aussi à voir avec l'image que l'on renvoie des femmes dans les fictions, dans les images, dans les livres aussi, dans les publicités, exactement. Donc tout ça a vocation à évoluer et on a, à mon avis, il y a encore du chemin à parcourir. Beaucoup de chemin. Notre match des idées, il va opposer ce soir Benjamin Corrier à Philippe Murer. On va revenir sur ces quotas d'immigration professionnelle annoncés par Édouard Philippe tout à l'heure. Ils font débat sur le plan politique, mais la question est aussi de savoir si ce sera utile à notre économie. Quels métiers concernés, quel intérêt pour les chefs d'entreprise, quelles conséquences pour les demandeurs d'emploi. On va ouvrir la discussion avec nos invités dans un instant. D'abord, les premières explications de Jérémy Hensman. Vont-ils vraiment être utiles aux entreprises françaises ? Les quotas d'immigration économique visent selon l'exécutif à réduire la pénurie de main-d'œuvre en France. Cette année, 150 000 emplois étaient non pourvus faute de candidats et Pôle emploi estime que 50% des entreprises ont des difficultés à recruter. Du côté des petites et moyennes entreprises, qui emploient 3 millions de salariés, le projet du gouvernement est une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de gens qui ont envie de travailler. Quand la personne a envie de travailler, qu'elle a une compétence, et en plus qu'elle a cette volonté de s'intégrer aussi bien dans l'entreprise d'ailleurs que dans la société, eh ben on lui ouvre les bras, si c'est légal. Une trentaine de métiers dits sous tension seraient concernés, comme l'hôtellerie-restauration, mais aussi les aides à domicile par exemple. Au MEDEF, cette approche séduit, tout comme l'adaptation selon les territoires prévue dans le projet. C'est pas du tout la même chose en fonction des territoires. Il y a des endroits, même quelquefois à 30 km, où il y a du boulot et on ne trouve pas les gens. Et l'inverse, taux de chômage, il est 8% national, mais il est 4% dans certaines villes et 12 ou 13 dans d'autres. Et donc, évidemment, on a un sujet. Certains secteurs sont en revanche moins favorables à cette mesure. C'est le cas du BTP et de ses 400 000 entreprises. Pour ses représentants, le gouvernement doit considérer la main-d'œuvre disponible en France, alors que le pays compte 3 millions de demandeurs d'emploi. La priorité, c'est comment, dans les 380 000 chômeurs inscrits à Pôle emploi sous la rubrique BTP, c'est-à-dire des gens qui disent rechercher un emploi dans le BTP, on les forme pour leur permettre de réintégrer nos entreprises et de trouver un emploi. Donc c'est pas qu'on est contre les quotas, pourquoi pas, mais vu le laps de temps qu'il va falloir avant que ce système fonctionne, l'urgence, et donc la priorité, ça reste de former les chômeurs. Cette année, environ 33 000 titres de séjour ont été délivrés pour raisons économiques, un nombre similaire l'an prochain, selon la ministre du Travail. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Benjamin Corrier, qu'on vient de voir. Bonsoir Benjamin, vous êtes professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Et Philippe Murer, économiste également, bienvenue à vous. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Faire venir des étrangers en fonction de leur qualification et de leur métier, Philippe Murer, l'idée vous semble-t-elle utile, nécessaire ou absolument sans intérêt sur le plan économique, j'entends En fait, en regardant votre reportage, j'ai pensé à une idée que je n'avais pas eue en travaillant le sujet, c'est qu'en fait, on a déjà 500 000 travailleurs détachés qui viennent en France, et c'est un renouvellement en fait chaque année. Donc les 30 000, c'est pas grand-chose. C'est une goutte d'eau d'ailleurs par rapport à l'immigration globale, puisque le nombre de cartes de séjour plus les clandestins qui arrivent, c'est à peu près 400 000 personnes. Quand on parle de 30 000 personnes qui viennent au niveau économique, pour des raisons économiques, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est pas tout à fait juste. Et en fait, on ne sait pas quel est le vrai chiffre. Parce qu'en fait, les gens qui viennent pour étudier, souvent, les étudiants qui viennent en France pour étudier, il y en a une bonne partie qui reste et qui trouvent un travail en France. Donc, ils ne sont pas comptés là-dedans. Les gens qui viennent pour raison familiale, pareil. Et puis les clandestins, encore moins. Donc, on ne sait pas trop quel est le niveau de ce chiffre. Je vais vous dire, l'immigration économique, ça dépend. Dans un pays qui est au plein emploi, ça peut avoir des effets économiques positifs. Dans un pays où à 6 500 000 personnes à Pôle emploi, je ne vois pas quel sens et comment on peut dire qu'on manque de bras. Parce que le système est très encadré pour déterminer les secteurs en tension. Le gouvernement a défini un peu la méthode, un débat au Parlement chaque année, un outil statistique qui n'est pas encore créé, mais qui le sera avec les partenaires sociaux et les régions. Benjamin Corrier, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je pense que c'est une mesure extrêmement politique, pour ne pas dire idéologique. Il faut la remettre dans son contexte, que vous avez d'ailleurs rappelé au début de... Mais donc sur le plan économique, vous direz qu'il n'y a pas d'intérêt ? Alors sur le plan économique, moi je pense que c'est un intérêt à peu près nul. À peu près nul. Je vais dire pourquoi. D'abord, c'est très curieux là, mais Madame Muriel Pénicaud, elle réinvente le Gosplan, quoi. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'annonce qu'elle a faite sur comment ça allait être
définit, alors je l'ai reporté ouais. sur mon truc, et ça dit, voilà, la DARES et Pôle emploi vont travailler pour analyser tous les métiers en tension. On vérifie que tous les efforts de formation ont été faits pour permettre à nos demandeurs d'emploi de prendre ces emplois, et ensuite les réfugiés. On fixera le nombre de personnes par métier. On se moque de la tête des gens. Pourquoi ? C'est infaisable. C'est infaisable. Ou le temps de le faire, c'est totalement obsolète. Et je veux dire, les précautions oratoires prises, on vérifie d'abord qu'on a bien servi les Français, etc., montrent bien qu'on est en pleine idéologie. Mais pourtant, pardonnez-moi, le gouvernement dit s'inspirer du Canada. Dans l'OCDE, il y a 9 pays sur les 36 qui ont adopté ça n'a absolument rien à voir, pour la raison toute simple que le Canada comme l'Australie, qui sont les 2 pays annoncés, sont des pays d'immigration depuis la nuit des temps, si je peux dire, parce qu'il n'y avait personne dans ces endroits-là, bien. Et même dans ces pays-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est le profil d'ensemble. Par exemple, au Québec, si on parle français ou si on ne parle pas français, c'est ça qui est premier, parce qu'ils veulent maintenir l'identité québécoise par rapport au Canada. Et c'est pas sur la profession, parce qu'après les gens, ils bougent, ils passent d'une région à l'autre, d'un État à l'autre. Donc, si vous voulez, c'est très étonnant. Alors, moi, si je me permets, sur cette histoire d'emplois vacants, 150 000 emplois vacants, 150 000 offres d'embauche qui n'ont pas trouvé prise. Il faut savoir qu'il y a 24 millions d'embauches chaque année en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein d'embauches qui sont des CDD d'un mois. Et ces 150 000 emplois vacants, ce n'est pas des CDI. C'est souvent des CDD d'un mois, voire des CDD de quelques heures par semaine, ou des CDI de quelques heures par semaine qu'on propose. Donc en fait, c'est 1%, 99% des offres d'emploi et des embauches sont faites avec les gens. Et puis, c'est à quel prix ? Parce que si vous proposez d'embaucher une caissière à Paris, de supermarché, au SMIC, comment va-t-elle vivre en région parisienne au SMIC avec des horaires très compliqués, puisque les supermarchés se finissent à 9h, 10h du soir, eh bien en fait vous n'allez pas en trouver. Par contre, effectivement, vous avez une pression à la baisse sur les salaires qui est faite par des gens, effectivement, des immigrés qui viennent en France et qui acceptent ces travaux moins chers. Et c'est comme ça que vous retrouvez dans des caissières à Paris qui sont des pauvres gens qui sont exploités. Donc moi, parce qu'effectivement, ils sont payés rien du tout. Que l'intérêt est quasi nul. Alors pourquoi cette mesure ? Est-ce que c'est ce que dit Marine Le Pen dans un tweet ? Elle a tweeté un document qui lui a été donné il y a quelques jours et la présidente du RN nous dit « Selon un document qu'on m'avait transmis, cette nouvelle immigration était réclamée par le MEDEF. Ça n'étonnera personne. » Alors c'est quoi ? C'est un cadeau au MEDEF ? Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas. Le MEDEF fait semblant de se réjouir de ça, mais je crois. Ils savent très bien que ça va absolument rien résoudre. D'abord, on est sur des nombres extrêmement restreints, etc. Non, je crois que ça fait partie de la décision politique d'Emmanuel Macron. De prendre un virage. Exactement, de prendre un virage sur ce thème, d'installer Marine Le Pen comme son adversaire, de construire ce terrain au moment où toute la France est préoccupée par les retraites. Donc, je veux dire, je pense que l'effet, enfin, puisqu'on parle comme économiste, je viens là comme économiste, l'effet est nul. L'effet est plus d'immigration, en fait, parce que réellement, le gouvernement... Les 30 000 ça joue sur 30 000 personnes, et sur ces 30 000 personnes même, de toute façon, il y a tellement de conditions mises. Et j'ai lu le texte de Muriel Pénicaud de manière délibérée. C'est infaisable, ce truc. Mais s'ils augmentent ou baissent l'immigration économique, on ne le sait pas. C'est pas écrit. C'est pas écrit, on ne le sait même pas. Et alors, ce débat sur l'immigration qui a été installé, effectivement, par Emmanuel Macron, aboutit, en fait, quand on regarde l'ensemble des mesures, en fait, ça va augmenter l'immigration, puisqu'il a dit qu'il allait doubler le nombre d'étudiants, c'est-à-dire qu'il y aura 80 000 personnes par an qui vont arriver en plus. Donc on se retrouve dans quelque chose ça ne veut pas dire grand-chose. Et on a bien compris le message sur ce premier thème. On va passer au deuxième thème de ce match, messieurs. Le rapport du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous réexplique un petit peu le contexte. Alors que le gouvernement annonçait fièrement, il y a un an, que le trou de la Sécu arrêterait de se creuser et serait même excédentaire, et bien finalement, les comptes repartent dans le rouge. En cause, les mesures gilets jaunes. Le gouvernement rassure et nous dit, notamment par la voix d'Olivier Dussopt, la dette sociale sera apurée d'ici 2024 après un équilibre des comptes atteint en 2023, un optimisme que ne partagent pas les sénateurs. Alizé Boissin a recueilli ce matin celle du socialiste Yves Daudigny. Par la non-compensation des exonérations de cotisations sociales
qui était une tradition depuis 1998 dans notre pays, une règle, le gouvernement porte un coup fort à la philosophie de la sécurité sociale. Il détruit l'indépendance financière de la sécurité sociale, il met en cause l'organisation de notre protection sur la base de la solidarité. Vous êtes d'accord, Benjamin Corien ? Oui, je suis d'accord et je vais même bien au-delà. Le vote de l'article 3 du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, c'est un petit coup d'État. C'est-à-dire que pour la première fois, on annonce officiellement, on inscrit dans la loi que l'État ne sera pas comptable de ses dépenses et qu'il va les imputer à la sécurité sociale. C'est une chose absolument incroyable. C'est très grave. C'est très grave. C'est un tournant. Ah oui, c'est un tournant. Parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un certain nombre de concessions que le gouvernement Macron a été obligé de faire au moment des Gilets jaunes. Bon, donc les heures supplémentaires, le non-paiement des cotisations sociales sur les primes, le forfait social, etc. Et qui traditionnellement, c'est la loi Veil, c'est un des tabous de notre système social. Chaque fois que c'est l'État qui baisse le prélèvement social, il le compense. Et là, on dit il ne le compense pas. Et donc, du coup, on met la sécurité sociale en déficit. Je rajoute une deuxième chose, et vous allez voir que ma conclusion est très forte. Je rajoute une deuxième chose, c'est que, alors que la dette publique coûte rien, puisque, je veux dire, on s'endette pour 0%, le mettre sur la dette sociale, ça n'a rien à voir. Parce que la dette sociale, elle, on la paye. On doit la payer. On ne peut pas la reconduire avec des emprunts. Et comme on a forcé la caisse chargée de la gestion de la dette sociale à rembourser une partie de la dette sociale, on a encore creusé le trou. Et on peut démontrer, je le dis comme ça tranquillement, que le budget de la sécurité sociale, sans cette dimension de transférer le budget d'État, si je peux dire, la dette d'État, et sans forcer la caisse à rembourser par anticipation, il est en excédent, le budget de la sécurité sociale. Vous voyez ? Donc, c'est doublement grave, si je peux dire, parce que d'un côté, il y a ce précédent qui fait que, du coup, les libéralités du néolibéralisme sont payées par la caisse sociale, mais c'est une folie. Et puis, deuxièmement, il y a cette histoire de remboursement par anticipation d'une dette qui n'est pas la sienne, alors que le budget est en équilibre, est excédentaire. On ne peut pas dire le contraire, c'est parfaitement factuel et c'est parfaitement juste. Et les dépenses, effectivement, les baisses de cotisations sociales qui sont accordées sont de plus en plus accordées sans les compenser sur le budget de la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, il faut bien rappeler aux gens que ce sont les retraites, les accidents du travail, les cotisations familiales et aussi leurs dépenses de santé, d'assurance maladie sont de moins en moins remboursées pour ça. Et quand on regarde sur les 4 ou 5 dernières années, on voit que l'austérité sur les comptes publics, qui est allée tellement loin qu'on n'a plus de policiers, qu'on n'a plus de fonctionnaires pour faire le travail, qu'on n'a plus d'infirmières dans les EHPAD, il y a des problèmes, et bien maintenant ça se compense sur la sécurité sociale. Les dépenses de sécurité sociale sont en baisse par rapport au PIB de 1%, donc 20 milliards, c'est pas rien, et l'austérité est là-dessus, et la sécurité sociale est de moins en moins financée, ça devient franchement inquiétant pour l'avenir. Mais quel budget aurait-il fallu creuser alors pour payer mais la dette publique, il faut que le gouvernement qui prend des mesures assume sa responsabilité et ne transfère pas. Donc il aurait fallu attaquer quoi ? Il aurait fallu attaquer des niches fiscales, il aurait fallu réfléchir s'il fallait doubler le CICE dans la même année, vous comprenez ? Donc on fait toute une série de libéralités. Donc il y a des priorités politiques. Mais bien entendu, c'est des priorités politiques. Il y a plein de cadeaux qui ont été faits aux entreprises. Voilà, on fait des tas de libéralités, exactement, des tas de libéralités aux entreprises. Et ensuite, comment dire, on le fait payer par les cotisants sociaux. Mais c'est une folie. Parce que jusqu'à présent, quand même, les cotisants sociaux prenaient leurs responsabilités pour assurer leur propre équilibre. Et voilà que l'État fait des libéralités et que c'est eux qui vont payer. Donc je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Et si je me permets, les comptes de la sécurité sociale ne seront dans le vert réellement, et ça marchera bien pour des années, quand on créera des emplois. Parce que c'est les cotisants sociaux, c'est des emplois qui payent les retraités. Donc on est tous interdépendants. Les retraités sont dépendants aussi des emplois qui sont créés pour les jeunes et les moins jeunes. Et donc
il faut refaire de la croissance économique. Il faut tout mettre en place pour faire de la croissance économique au lieu de faire cette austérité qui ne marche pas. Une réaction peut-être pour alimenter votre débat. Le sénateur LR Alain Milon, qui a été interrogé par publicsénat.fr, nous dit « Ce PLFSS se propose de résoudre une équation impossible. Vouloir donner du pouvoir d'achat aux Français en baissant les recettes de la sécurité sociale sans réduire le niveau des dépenses, tout en cherchant néanmoins l'équilibre des comptes publics, c'est la quadrature du cercle. » Oui, mais c'est la quadrature du cercle, mais sauf qu'elle est résolue par le fait qu'on transfère de la dette publique en dette sociale. Ce qui est une folie furieuse. D'abord parce que c'est d'une injustice absolument totale. Ensuite, pour la raison économique que j'ai dite et que je vais répéter, qui est que la dette publique, elle roule, si je peux dire, on peut la reproduire à taux zéro, quasiment, aujourd'hui, alors que la dette sociale, pour des raisons constitutionnelles, elle se paye, rubis sur l'ongle, y compris le capital, et pas seulement... Donc c'est même illogique d'un point de vue budgétaire. Mais c'est totalement illogique. Qui gère son non, budget. Mais je pense, je vais dire tout ce que je pense, hein. Oui, je pense que c'est une grande opération politique visant à montrer visant que... qui cette fois alors? Visant quoi? Visant le système des prestations sociales françaises pour, c'est dans la série, il est trop coûteux, il faut rogner sur les dépenses sociales. Ça va dans la série de la baisse des dépenses pour le chômage. La moitié des cotisants, enfin des gens qui touchent de l'argent pour le chômage, 2,6 millions de personnes sur les 6 qui sont inscrites à Pôle emploi, il y en a 1,3 million qui vont perdre. Mais là, on va avoir des mesures dramatiques, parce qu'il y a des gens qui vont perdre beaucoup, et même pour les cadres. Alors on peut dire les cadres gagnent trop d'argent, mais les cadres, en fait, qui avaient 60% de leur chômage, maintenant n'auront plus que 40% de leurs anciens salaires au bout de 6 mois. Ça veut dire que si la personne perd son salaire... On est tellement folle que si la personne perd son salaire, il habite dans une grande ville où les loyers sont chers, ou même il est dans une autre situation, il est sûr d'être dans une grande difficulté. Et en fait, ça va dans un sens très clair. C'est-à-dire que cette pression qui est mise sur les chômeurs un peu partout, elle oblige les gens à prendre n'importe quel travail, à n'importe quel prix. Et c'est le but, moi je pense, de baisser le coût du travail. Oui, vous voyez, là, sur ce coup-ci, on a les dépenses de sécurité sociale. Le chômage, je suis parfaitement d'accord. Et les retraites, c'est un secret pour personne que le but général de l'opération, c'est de faire des économies sur les dépenses sociales. Donc, si vous voulez, c'est de ça qu'il s'agit, pas d'autre chose. Alors, ça nous amène peut-être à ce troisième thème de match. Cette fois, c'est le rapport de la sénatrice UDI Nathalie Goulet pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. Il vient d'être remis à la ministre Agnès Buzyn. Et alors qu'au début avait été évoquée une fraude à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros, finalement, le chiffrage a été rendu impossible. C'est Nathalie Goulet elle-même qui l'a expliqué tout à l'heure à Quentin Calmet en salle des conférences du Sénat. C'était pendant l'émission de Tam Tra Nuit tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu chiffrer cette fraude aux prestations sociales? Non, on a essayé. Dans notre pré-rapport, notamment en septembre, il y a eu tellement de polémiques à propos des chiffres qu'on a préféré avec ma collègue Carole Grandjean s'attacher au fond du dossier. Et donc, on n'a pas chiffré pour éviter la polémique. Et puis aussi, pour une raison très simple, c'est que techniquement, on n'avait pas les moyens de chiffrer. Les administrations nous ont clairement fermé les portes. C'est-à-dire, vous avez eu des bâtons dans les roues de la part des administrations sur ce chiffrage? Du défaut de réponse. Et les mêmes administrations ne répondent pas non plus à notre collègue Sébastien Meurant de la Commission des Finances qui est en charge du rapport sur l'immigration, qui a demandé lui aussi des chiffres et qui ne les a pas eus. Donc même motif, même punition, on n'a pas les chiffres. Est-ce que votre rapport revient sur les principales causes de cette fraude aux prestations sociales? Alors on a utilisé évidemment les données de la DLNF et puis les dossiers aussi de Tracfin qui est maintenant très vigilant sur la fraude sociale, il faut le savoir. Les fraudeurs sont très créatifs, mais il y a un point qui est quand même extrêmement important. On a eu finalement, grâce à notre conférence de presse du 3 septembre, le nombre exact de cartes vitales en circulation, 59,4 millions de cartes vitales en circulation, ce qui fait un excédent d'environ 5 millions de cartes. Il y a 5 millions de cartes en vrac dans notre système, 5 millions en trop. Qui sont ces 5 millions de cartes qui sont en trop? Qui sont ces personnes? Alors j'hésite entre Clouseau et Colombo. J'ai pas trouvé. Et comme on ne nous l'a pas dit, donc ça va être l'objet de multiples amendements au PLFSS. Parce que voyez-vous, 5 millions de cartes actives, c'est ce qui ressort de ce que nous a dit la CNAV, la CNAF, la DSS, tout le monde dans un communiqué flamboyant du 5 septembre. Et bien maintenant, il va falloir qu'ils s'expliquent sur 5 millions de cartes en trop. Et combien ça nous coûte? Voilà pour cette réaction recueillie tout à l'heure par Quentin Calmet en salle des conférences. Une réaction à Philippe Murer. Effectivement, la fraude sociale, habituellement, on l'estime grosso modo à 20 milliards d'euros, dont 15 milliards sur le travail dissimulé. Donc plutôt du côté des entreprises et le reste du côté des salariés. Alors c'est vrai que
Moi, je trouve quand même qu'il y a un vrai mystère là-dessus et que le mystère n'a pas été éclairci, apparemment par mauvaise volonté de certains. Je ne me prononce pas sur les chiffres, mais c'est vrai que Charles Pratt, magistrat et qui a travaillé sur ces problèmes de fraude, plus Nathalie Goulet, avait dit qu'il y avait 84 millions de comptes de sécurité sociale contre 65 millions d'habitants. Donc où sont-ils? Pareil, il y a 5 millions de cartes vitales qui manquent. 20 millions de comptes de sécurité sociale en trop. Il y a 3 millions de centenaires. Aussi. Et elle nous parle dans de 5 millions de cartes 3 millions de vitales centenaires. Alors, bien sûr qu'il y a sans doute des bugs, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui continuent à toucher une retraite des familles alors que les gens sont morts parce qu'ils sont en difficulté? Je ne sais pas. Mais il y a un vrai sujet. Et là, je trouve que ce n'est pas réaliste de dire le chiffrage n'est pas opportun, parce que c'est ce qui a été rapporté dans les médias, parce que le chiffrage, il est opportun. Pour demander de faire des efforts aux autres, en plus, quand on le fait, il faut le faire. Et alors, je ne peux pas croire que l'État n'ait pas la capacité de faire le chiffrage là-dessus. Donc, il y a un énorme mystère, mais il y a 2 remèdes là-dessus. Je pense que la première chose, c'est d'arrêter de faire des contrôles que par informatique. Parce que c'est très facile de fausser des documents et d'envoyer des mails à l'administration en disant que ces documents sont valides. Alors que si on fait de temps en temps les personnes qui vont dans les administrations pour prouver qu'ils existent encore, quand il y en a besoin, etc. Ça fait partie des propositions du rapport qu'on va voir dans un instant. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il faut une preuve que les gens sont bien encore en vie quand ils ont plus de 100 ans, 110 ans et qui touchent leur retraite, notamment dans les pays étrangers. Et on peut demander aux gens de se déplacer en mairie, de se déplacer dans les consulats si c'est à l'étranger, de se déplacer, de leur faciliter les choses, mais d'avoir des vrais contrôles sur pièce pour que ce mystère de fraude soit éclairci. Alors, plus qu'on parle des propositions, je les donne avant de vous donner la parole. Benjamin Corriat, effectivement, dans ce rapport, Nathalie Goulet propose plusieurs pistes pour remédier, pour stopper même cette fraude. Obliger les allocataires à une preuve de vie annuelle, c'est ce que vous disiez à l'instant. Limiter la durée de vie des cartes vitales. Interdire le versement de prestations sociales sur les comptes épargne. Obliger les Français à déclarer tout changement de domicile. Et mieux contrôler toutes les prestations qui sont versées à des allocataires à l'étranger. Benjamin Corriat. Écoutez, je suis extrêmement sceptique sur ces mesures, je vais dire pourquoi. Comme je suis extrêmement sceptique sur ce rapport et sur les échos qui lui ont été donnés. Il faut d'abord dire quand même qu'il y a, de la part de Madame Goulet, un côté un peu multirécidiviste, parce que tout a commencé par une information qu'elle a demandé qu'on exécute, dont une commission a été chargée, et qui a abouti à un chiffre de fraude, entre guillemets, en tout cas de dysfonctionnement, de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros. C'est-à-dire 3 fois rien par rapport au budget de la sécurité. Alors, insatisfaite, elle s'est saisie, elle a obtenu d'être saisie. Et c'est son fameux rapport du 3 mars, qui s'est fait mettre en pièces, mais dans tous les sens, qui s'est fait mettre en lambeaux, à la fois sur les chiffres avancés, 14 milliards, je veux dire, toutes les caisses ont quasiment rigolé, et à la fois sur les chiffres... Notamment par le sénateur Jean-Marie Vanlerenberghe ici. Et ensuite sur, les chiffres de cartes qui circulent, etc., qui sont absolument pas, là, pour le coup, ça a l'air sûr. 5 millions de cartes vitales actives, elle nous explique que là, le chiffre, il est désormais officiel. En attendant les mises au point, parce que ça date d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, ce qu'elle nous disait, c'est on a un décalage de 20 millions, etc. Oui, 20 millions de personnes enregistrées, mais pas du tout de cartes actives. Alors maintenant, elle se replie. Moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout technicien de ça, donc j'attends de voir... Mais vous n'y voyez pas le mystère que soupçonne non, aussi absolument Philippe pas. Murer. Non, absolument pas. Je pense que quand même l'histoire qu'elle demande à la sécurité sociale des dossiers, des fichiers, parce qu'une sénateur, s'il n'y a pas l'aide des administrations publiques, elle ne peut rien faire. Non. Qu'elle demande, alors, est-ce qu'elle dit des fake news? Juste une seconde. Non. Est-ce qu'elle dit des fake news ou pas? Moi, je ne le crois pas. Quand elle dit qu'elle demande des chiffres clairs et nets et qu'elle ne les obtient pas pour faire son rapport, je pense qu'il y a un déni de la sécurité sociale sur le sujet. Il ne faut pas aller si vite. Je ne pense pas qu'aucun fonctionnaire et haut fonctionnaire puisse se permettre de faire de la rétention de données en violation de la législation existante. Donc, quelles données elle a demandé? Sont-elles disponibles? À quel coût pouvaient-elles l'être? On n'en sait absolument rien. Ça, c'est ce qu'elle déclare maintenant. Ça, c'est ce qu'elle déclare maintenant pour justifier qu'elle est incapable de donner un chiffre. Mais elle avait commencé par donner un chiffre. Et c'est parce que ce chiffre s'est fait mettre... Une estimation. C'est parce que cette estimation s'est fait mettre en pièces que maintenant elle dit « je ne peux pas donner parce qu'on ne m'a pas donné ». Si vous voulez, moi je suis économiste de métier, bon vous aussi, dans l'appareil statistique on ne trouve pas tout.
on ne trouve pas tout. Dans les comptes de la sécurité sociale, on trouve beaucoup de choses. Hein. Oui, mais là, il s'agit de fraude, il s'agit de situations anormales, etc. Donc, comment dire, il suffit pas d'appuyer sur. Elle dit, il n'y a pas le bouton, mais il y a un bouton nulle part pour trouver les fraudes. S'il y avait un bouton pour trouver les fraudes, elle s'arrêterait immédiatement. Voilà. Donc tout ceci pour dire que par rapport, d'abord dans le passé, ce rapport s'est fait mettre en pièces dans tous les sens. Cette nouvelle formulation, attendons les réactions, hein, puisque ça date d'aujourd'hui. Je ne serais pas étonné qu'il soit mis en pièces. Et maintenant, sur le fond, qu'il y ait des dysfonctionnements dans ce système, qu'il y ait probablement des abus à la fois de la part des professionnels. Hein. Mais vous nous dites que c'est de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros. Ah oui, moi je crois absolument pas du tout à ces chiffres-là. Le rapport du Sénat, il y a de rapportions, qui est lui-même un fraudeur, donc c'est gênant, mais il disait qu'il y avait 5 milliards de fraude sociale. Non, moi j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Je pense que si c'était de cette ampleur-là, Bercy étant ce qu'il est, ça fait longtemps qu'on aurait mis de l'ordre. Alors pourquoi la fraude au carrousel de TVA, qui coûte 15 milliards d'euros, n'est toujours pas épanchée? Ça fait 15 ans qu'on nous en parle. Pourquoi la fraude fiscale n'est pas épanchée? Sarkozy avait dit que l'évasion fiscale, c'était fini. On se rappelle en 2008. 2019, ça n'a toujours pas été changé. Moi, je pense qu'il y a une déliquescence de l'appareil d'État qu'on ne soupçonne pas. Je peux finir. J'ai eu un problème par exemple, sur mes retraites. Donc du coup, je suis allé chercher. Tous mes points de retraite complémentaires ont été perdus par les caisses de sécurité sociale au moment des fusions des caisses. Et ça va être un problème pour plein de gens. Donc malheureusement, et ça me rend extrêmement triste, il y a une certaine déliquescence de l'appareil d'État, une certaine tolérance envers la fraude, moi qui me gêne profondément. Il y a des dysfonctionnements incontestables, y compris d'ailleurs parce qu'il y a une attrition, contrairement à ce qu'on dit, de la fonction publique, aussi bien du point de vue quantitatif que du point de vue des compétences. Et donc, il y a des fuites dans le système. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dire, parce que je veux m'en tenir juste à l'aspect social, les chiffres avancés sont totalement folkloriques et d'ailleurs, ils ont été retirés. Très, très bonne soirée sur Public Sénat.